Salut, je m'appelle Claire et ici je mélange ma passion pour la lecture et le féminisme, la politique en général, l'histoire et bien d'autres choses. Parce que tout est lié, tout est politique et c'est ça qui me passionne. Au lieu de suivre une ligne droite toute tracée, je te propose plutôt à chaque fois de suivre un filament différent du mycélium. Donc c'est parti pour l'épisode du jour. Pour illustrer le précédent épisode sur la discrimination des jeunes, j'avais envie de revenir sur une discussion que j'ai régulièrement en ce moment, sous une variante ou une autre, avec des gens, disons, d'une génération précédente, d'une bonne soixantaine d'années ou plus, qui disent toutes et toutes d'un air entendu « Ah oh là là, c'est sûr, le niveau scolaire a beaucoup baissé » ou « Les jeunes ne lisent plus, c'est une catastrophe », ce genre de conneries. Évidemment, moi je réponds non, c'est plus compliqué, non, c'est pas vrai. Ce à quoi on me répond, du tac au tac et sans me laisser argumenter, de manière très constructive « Ah si, fin de la discussion, changement de sujet. Ah, donc vous comptez pas argumenter en fait ? Et j'ai trouvé ça dommage parce que c'est une question intéressante, qui cache plein de choses, et je suis pas d'accord avec ces affirmations, mais par contre moi j'ai des arguments. J'avais donc envie d'en parler, non pas pour trancher le débat de savoir si oui ou non les jeunes sont moins bons à l'école, parce que c'est comparer des trucs pas comparables, on va le voir, ça n'a pas grand intérêt à part creuser le fossé générationnel. J'ai pas non plus pour intention de prétendre que tout va bien chez les jeunes, il n'y a pas de problème. Il y en a, on est d'accord. Je conteste juste l'idée que petit A, c'est toute leur faute, petit B, les autres générations sont super. Nuance. Et je veux rappeler ce qu'on a dit la dernière fois, que les discriminations anti-âge se renforcent. Plus on a de préjugés envers les jeunes, plus on en a envers les vieux et les vieilles. A-t-on vraiment envie de rester dans cette dynamique ? Ma démarche, donc, ici, elle est plutôt de voir comment on peut prendre du recul face à ces affirmations, pourquoi elles existent, because l'honnêteté intellectuelle is sexy. Parce que c'est toujours plus compliqué que ça, et loi de Brandolini oblige, c'est bien plus facile de dire une connerie qu'expliquer pourquoi c'est faux ou à minima pas totalement vrai, on le voit à la durée de cet épisode. Je veux aussi regarder pourquoi c'est ça qui panique tout le monde et pas, au pif, les gens qui citent ou répètent plein de trucs sans les avoir lus ou compris, sans y réfléchir, d'un air bien sûr de soi et sans écouter les avis contraires. Un travers très généreusement partagé par toutes les générations. Donc c'est parti pour quelques remises en perspective plus que nécessaires et quelques conseils peut-être un peu directs, mais que j'espère constructifs, à destination des gens qui pensent ce genre de choses. Et je rappelle que je parle du point de vue d'une personne qui ne se considère plus vraiment comme jeune elle-même, mais qui est considérée comme jeune par les gens qui tiennent ses discours. Sauf quand son cas de figure vient contredire leur idée reçue, bien entendu. Et donc pour parler de tout ça, on va commencer, pas en parlant des jeunes, ça serait trop facile, vous commencez à me connaître. On va commencer par se parler franchement. Alors, sortez l'anti-moustique parce que ça va piquer un peu. C'est quoi le but de ces phrases toutes faites ? Si l'intention est d'aider les jeunes, c'est zéro, ça sert à rien. Est-ce que ce serait pas plutôt pour se sentir mieux par comparaison ? Comme disait l'autre, quand je me regarde, je me désole, quand je me compare, je me console. Et d'un coup, c'est moins glorieux, vous l'avouerez. Est-ce que c'est vraiment ça qu'on veut ? Parce que bon, ce genre de discours, j'entendais déjà la même chose quand j'étais plus jeune, et probablement qu'on le disait déjà du temps de Socrate. Si ce déclin était si vrai que ça, je pense qu'on aurait perdu l'usage de la parole depuis le temps. Donc la fonction de ces phrases n'est pas vraiment un constat du réel. Je veux donc commencer en parlant des gens qui sortent ce genre d'évidence de bon sens, et le bon sens, on l'avait approfondi dans l'épisode 33, toujours avec ce petit relent de supériorité intellectuelle. Parce qu'elle est là, la raison d'être de ce genre de déclaration, en vrai. C'est pas une inquiétude réelle pour le niveau des jeunes. Sinon, on n'enchaînerait pas les décisions politiques contre-productives et paf, encore 4000 profs en moins annoncés rien qu'en janvier. Ouais, si les jeunes sont cons comme des chaises, ça veut dire que moi, qui suis dans la soixantaine confortable, je suis plus intelligent. Moi, si j'allais à l'école aujourd'hui, j'aurais carrément des meilleures notes qu'eux, tout ça. Permettez-moi d'en douter, on le connaît, votre niveau en anglais, en informatique, pour ne pas citer d'autres matières. Parce que le confort que procure ce genre d'idées, les jeunes sont débiles, c'est pas bon signe pour la personne qui le pense ou qui le dit. Les certitudes, en général, l'absence de nuances, c'est rarement bon signe. Toute certitude mérite d'être revisitée,
Et les généralisations abusives, c'est souvent un signe de certitude, pas trop réfléchi. Quand on est vraiment capable de penser une idée, on peut aussi penser le contraire pour voir si c'est vrai. Et c'est ce qu'on va faire juste après. Mais d'abord, j'avais envie de parler d'un concept que j'ai rencontré récemment et qui me paraît éclairer cet épisode d'un autre angle. Il s'agit de la stupidité fonctionnelle. Parce que ces phrases toutes faites, c'est stupide. Voilà, je l'ai dit. Mais ces phrases, elles émanent souvent de gens par ailleurs pas trop bêtes. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Si le contraire de l'intelligence, c'est la stupidité. Cette stupidité n'est pas forcément due à un manque d'éducation, un problème de capacité cognitive ou que sais-je. Et c'est là qu'intervient la stupidité fonctionnelle, un concept élaboré par Dietrich Bonhoeffer, résistant anti-nazi, mort dans un camp de concentration, qui s'est demandé, entre autres, comment des gens par ailleurs éduqués et se considérant comme des gens bien ou des gens intelligents se mettent à croire et diffuser des idées dangereuses. Donc, pour le contexte de notre auteur, l'Allemagne nazie. Mais ça peut s'appliquer dans plein de domaines. C'est là qu'il théorise la stupidité fonctionnelle qui est imparable, parce que contre ces personnes, on est désarmé. On l'a vu dans l'intro, il est impossible de leur faire entendre raison. On peut même pas prononcer ces arguments, sans parler de les faire changer d'avis. La stupidité pense qu'elle a raison, donc tu as tort. Et c'est encore pire si ce sont des gens qui se considèrent comme des gens bien, des gens éduqués et intelligents, donc qui n'envisagent pas de faire du mal, alors même que ce sont des gens qui finissent par parler en slogans, en raccourcis de pensée, en idées non réfléchies qui ne sont pas les leurs. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que personne n'est à l'abri de la stupidité fonctionnelle, on n'a même pas toujours le choix. La stupidité fonctionnelle n'est pas un problème individuel mais sociologique, de groupe. C'est en groupe que les gens par ailleurs rationnels vont abandonner leur esprit critique. Les neurosciences montrent que la stupidité fonctionnelle n'est pas non plus qu'une histoire de volonté. Notre architecture cognitive est faite pour y succomber. Le cerveau est programmé pour privilégier la vitesse plutôt que la précision, pour faire plus confiance au familier. Donc, on parle de biais de simple exposition, on confond familiarité et compétence. On fera plus confiance à ce qu'on sait déjà, les phrases toutes faites du Figaro et de CNews, plutôt qu'à une information nouvelle, la petite jeune qui a 49 minutes d'arguments pour expliquer pourquoi c'est faux. Et on va avoir plutôt tendance à chercher des infos qui confirment ce qu'on sait déjà. Ça, c'est humain, c'est tout le monde. Je trouve que ce concept est encore plus juste aujourd'hui avec les algorithmes qui promeuvent les idées faciles et inflammatoires, les bulles qui évitent de se frotter à la dissonance cognitive ou aux idées contraires, et, en fortiori, avec l'intelligence artificielle qui, on le rappelle, a pour fonction d'être d'accord avec son interlocuteur, pas objective. L'objectivité, ça n'existe pas. Ce n'est pas parce que les gens deviennent moins intelligents, mais parce que les systèmes en place sont de plus en plus conçus pour récompenser les raccourcis intellectuels, décourager la réflexion et l'esprit critique, favoriser les mécaniques de groupe. Ce qui définit la stupidité fonctionnelle, ce n'est pas le fruit d'un manque de compétences fondamentales, elle se produit parce que réfléchir, à un moment donné, complique les choses, en tout cas à court terme. Ce qui fait qu'on ne mobilise pas des capacités intellectuelles disponibles dans des contextes où ça serait pertinent. Parce qu'à court terme, c'est socialement plus sûr de bêler avec le troupeau que d'oser avoir un avis réfléchi, mais contraire, ou dire « je ne sais pas, je ne suis pas sûr ». Dans certains groupes, et notamment en entreprise, c'est pour ça que je dis que tout le monde peut y succomber, on observe de la stupidité fonctionnelle qui est due à la suspension collective de 3 grandes compétences. La réflexivité, le fait de penser ce qu'on fait, l'esprit critique, le fait d'en interroger le sens et la cohérence, et la mise en perspective de ce qu'on fait. Pour qui, pourquoi, comment, à quel prix. Cette stupidité fonctionnelle, elle a des avantages, sinon elle n'existerait pas. Ces avantages, c'est plus de conformité et de contrôle, moins de conflits, des décisions plus rapides, et un maintien de la sacro-sainte hiérarchie. Parce que si les jeunes ne sont pas plus bêtes que nous, où va-t-on, je vous le demande. Les coûts de ces attitudes, par contre, qui arrivent généralement à plus long terme que les bénéfices, c'est une perte de sens, le cynisme et le désengagement. Donc la solution à la stupidité fonctionnelle, ce n'est pas vraiment plus d'intelligence et d'éducation. Il faut privilégier la vérité au confort, la curiosité à la certitude, la réflexion à la vitesse. Écouter les gens qui émettent un avis contraire et argumenter pas juste « ouais, non, moi je crois pas », ça c'est un peu facile.
C'est difficile mais essentiel, car pour Bonhoeffer, quand on renonce à sa capacité à réfléchir indépendamment, on n'est plus complètement humain. Et sait-on jamais, parce que j'ai déjà eu le procès d'intention en commentaire, donc on va gagner du temps. Si j'ai l'air d'annoncer des certitudes dans cet épisode, et donc d'être incohérente avec ce que je viens de dire, comme quoi il faut avoir l'esprit critique et écouter les autres. Il faut savoir que ce que je vais expliquer là, c'est pas un raccourci de pensée qui m'est tombé tout cuit dans le bec ce matin quand je me coulais mon café. Les épisodes que je fais là, ils marinent en général plusieurs mois, j'y reviens, je complète, je nuance, je retire des trucs. Je cherche des sources de gens qui pensent pareil et pas pareil, je vais écouter ce qui se cache derrière l'argument que j'essaye de débunker, ce qui m'oblige à écouter l'argument. Ça m'arrive aussi d'avoir des idées d'épisodes qui meurent en cours de route parce que, justement, en faisant tout ça, ma position évolue. Donc c'est pas que je tombe jamais sur des avis contraires, c'est juste que vous le voyez pas forcément, c'est en coulisses. Bref, c'est toute la différence entre une certitude qu'on répète sans réfléchir et un avis construit, un avis qui pourrait toujours évoluer si je rencontrais des idées assez creusées et convaincantes. Donc après ce long préambule, voilà ce que ça donne si on applique des mesures anti-stupidité fonctionnelle à ces histoires de niveau des jeunes. Et on va commencer par les études, en faisant un petit détour par le certificat d'études. Parce que oui, la conversation dérive souvent sur le certificat d'études, qui était très dur à l'époque et moi de mon temps, gna gna gna. La preuve que le niveau scolaire baisse, alors Le certificat d'études était un diplôme qui sanctionnait la fin de l'enseignement primaire en France. Il a disparu en 1989, l'année de ma naissance, donc forcément, on le passe plus. Il a été supprimé non pas parce qu'il était trop dur, mais parce qu'il ne servait plus à rien. À partir des années 1970, il servait surtout aux adultes, pas aux jeunes, parce que la durée de la scolarité obligatoire s'allonge, donc on repousse les diplômes. Par exemple, on a eu le brevet des collèges créé en 1947 à la place. Donc non, on n'a pas arrêté le certif parce que c'était trop dur. Le certificat d'études a été créé à la fin du 19e siècle quand on instaure l'instruction primaire obligatoire. Et ça veut dire qu'avant, avant la fin du 19e siècle, il n'y avait pas école pour tout le monde. J'ai peut-être l'air d'enfoncer des portes ouvertes, mais ça n'a pas l'air d'aller de soi pour tout le monde. L'école obligatoire, c'est plutôt l'exception que la norme à l'échelle de l'humanité. Et à l'époque, le certificat d'études marquait pour beaucoup la fin de l'école et l'entrée dans la vie active, donc vers 13 ans quoi. Aujourd'hui, 80% des jeunes ont le bac, donc vers 18 ans. Faut pas comparer les choux et les carottes. Accessoirement, tout le monde ne passait pas le certificat. Il a toujours été plus ou moins réservé à une élite, aux bons élèves. On envoyait le passer surtout celles et ceux qui avaient une chance de l'obtenir. Forcément, ça biaise les résultats. Jusqu'en 1900, la proportion d'élèves sortant de l'école primaire avec le certificat d'études est environ 25 à 30%. On est loin du 80% du bac. Et on y présentait beaucoup plus de garçons que de filles. C'était tellement mieux avant. Aussi, le certificat d'études ne visait pas toutes les matières, mais surtout le français, le calcul, l'histoire géo et les sciences, et bien sûr, couture pour les filles, dessin ou agriculture pour les garçons. Et oui, jusqu'à ce que l'enseignement devienne mixte, en 1975, les filles n'étudiaient pas les mêmes matières que les garçons. C'était tellement mieux avant. De plus, quand on dit que le niveau était plus élevé, on dit quoi ? Ils étaient vachement plus fortiches en quoi ? En anglais ? En informatique ? Non, certainement pas. On parle d'une génération à qui il faut expliquer, plusieurs fois, que brancher un câble USB dans un port Ethernet, ça risque pas de marcher. Oui, c'est une vraie histoire. Je mesure le bonheur ultime d'avoir 2 parents informaticiens, vous pouvez pas savoir. Bref, on parle d'une génération qui parle pas un broc d'anglais ou une autre langue, exception faite des binationaux bien entendu. Et c'est normal en même temps, c'était pas enseigné. Aujourd'hui, si. Il faut pas comparer les choux et les carottes. Peut-être, et encore, ça fait pas consensus, que le niveau en orthographe était un peu meilleur. Mais là encore, on compare 30% des jeunes d'une génération à 100% des autres, forcément que la moyenne baisse. Et on compare sans regarder la part de chaque matière dans l'enseignement. Le français n'est plus enseigné pareil qu'il y a 100 ans. On sait aujourd'hui que la dictée, ça ne sert pas à grand-chose. On a d'autres manières qui repartagent le temps d'enseignement, et on va en reparler de l'orthographe un peu plus loin.
Et sinon, à les entendre, le péril mortel, c'est que les jeunes ne travaillent plus à l'école. On l'a déjà dit, les jeunes font plus d'études plus longues, contrairement à ce préjugé des jeunes ignares. Je cite Salomé Saké dans Sois jeune et tais-toi. En 2018, 13% des personnes âgées de 25 à 34 ans n'ont aucun diplôme, ou seulement le brevet des collèges, contre 32% de celles âgées de 55 à 64 ans. Tout comme 69% des 25-34 ans ont obtenu le bac, contre 37% des 55-64 ans. Les jeunes des nouvelles générations sont plus à même de faire des études et ils en font plus longtemps, ce dont on devrait pouvoir se féliciter si l'augmentation du niveau de diplôme leur garantissait effectivement un accès plus aisé à l'emploi et une meilleure qualité du dit travail. Fin de citation. Donc les jeunes font plus d'études, mais le diplôme n'a plus vraiment de valeur, à de rares exceptions. On a donc un déclassement qui n'est pas compris par nos aînés, qui ne voient pas l'évolution du marché du travail et qui vont juger sur les critères de leur époque révolue. Je n'ai pas besoin d'aller chercher plus loin que mon propre cas pour savoir que j'ai beau avoir un bac plus 5, c'est extrêmement compliqué de s'en sortir, et je parle même pas de s'en sortir avec un bon salaire. Je n'irai pas, comme certains sur LinkedIn, jusqu'à dire qu'avoir un diplôme ne sert plus à rien, car j'estime que le retour sur investissement financier n'est pas le seul critère pour juger de la valeur d'une chose, mais ça ne sert plus à rien pour bien gagner sa vie. Comme les études ne suffisent pas, il faut en plus faire des concours, avoir déjà de l'expérience avant de commencer à travailler, donc une expérience qui s'acquiert sans la protection du droit du travail, sans rémunération, sans cotiser pour la retraite. Il faut se faire valoir de qualité personnelle, standardisée, tout ça pour un poste payé au lance-pierre, souvent précaire, un salaire qui n'augmentera pas quand on arrive à avoir un salaire, et sans droit aux aides de type chômage ou RSA. Les jeunes doivent donc demander de l'aide à leurs parents de plus en plus tard, quand ils le peuvent. Donc il faut se calmer avec les discours de type « travaille bien à l'école », sinon tu ne trouveras pas de travail plus tard, ou l'inverse, les chômeurs sont des paresseux qui n'ont pas assez bien travaillé à l'école. On a glorifié l'école sans s'occuper des écoliers et écolières. C'est bien beau de dire aux jeunes de se bouger, mais se bouger ne garantit rien, et il est de plus en plus compliqué de se projeter dans l'avenir. Est-ce que c'est un problème ? Je pense que oui. Est-ce que c'est la faute des jeunes ? Non. Certes, les études sont ouvertes à toutes les classes sociales, ce qui n'était pas vraiment le cas avant, donc sur le papier c'est top. Mais les bourses sont insuffisantes, ce qui génère de la pauvreté étudiante. Les étudiants pauvres doivent travailler en parallèle des études, ce qui nuit à l'égalité des chances, car ils et elles sont moins disponibles pour leurs études. On parle de 40% des étudiants qui travaillent à côté. C'est quelque chose que j'avais déjà évoqué en parlant de salaire à vie dans l'épisode 44. Si on veut vraiment que les jeunes étudient, il est grand temps de considérer le travail étudiant comme le vrai travail qu'il est. Aussi, c'est bien beau de dire qu'il faut bien travailler à l'école. Mais dans quelle école ? Moi, ça me fait rire. On taxe les jeunes d'idéalistes et après on croit en la méritocratie. C'est bien simple. Il suffit de se bouger et de bien travailler à l'école pour réussir. Voyons. Déjà, on pourrait se demander dans quelle école on étudie. On sabre de plus en plus dans l'éducation nationale et encore plus dans les sciences humaines, les arts, les cursus qui ne sont pas utilitaristes. Ce qui, au passage, ne sent pas bon pour la démocratie. Si on regarde le classement PISA de l'OCDE, on voit que la France se casse complètement la gueule depuis une vingtaine d'années. Donc en fait, on blâme les jeunes d'aujourd'hui pour une situation qui est le fruit de décisions politiques prises quand ils n'étaient même pas nés. Il y en a qui font les cours en visio maintenant, faute de profs. En quoi c'est leur faute si le niveau baisse, si tant est qu'il baisse ? On a aussi un système inégalitaire. 77% des jeunes en décrochage scolaire sont issus de familles défavorisées. D'après l'INSEE, en France en 2022, la France fait partie des pays de l'OCDE où les inégalités à l'âge de 15 ans sont les plus prononcées, en compréhension de l'écrit, en mathématiques et en sciences. Et les inégalités s'observent avant même l'entrée à l'école. Le jeu est faussé dès le berceau. Les jeunes de milieux défavorisés sont plus systématiquement orientés vers les filières technologiques. Et il peut y avoir plusieurs raisons qui se mordent la queue. Soit les inégalités scolaires font qu'ils ont effectivement une moyenne plus basse, soit c'est qu'ils n'ont pas les moyens ou la culture d'entreprendre des études longues. Si on veut comparer le niveau scolaire d'un enfant de classe assez aisée, voire très aisée,
qui a étudié dans de bonnes conditions, peut-être même avec un répétiteur, des parents qui ont eux-mêmes un niveau scolaire élevé, potentiellement une école privée, et un enfant d'immigré qui ne parle pas français à la maison. Quel est l'intérêt de cette comparaison à part être désobligeant ou raciste ? Pour le deuxième enfant, les difficultés scolaires ne traduisent pas une moindre intelligence ou un moindre niveau global, elles traduisent juste des inégalités scolaires énormes. Là encore, on compare des situations incomparables et on blâme des individus pour le système. Parler à l'emporte-pièce du niveau scolaire des jeunes sans voir tout ça, sans questionner le système, ici scolaire, c'est ridicule. La dégradation du système scolaire fait qu'il est difficile de trouver des profs. On a beaucoup recours aux contractuels non formés, ce qui là encore crée une inégalité avec ceux qui ont des vrais profs. Et j'ai été de ces profs contractuels, donc je sais de quoi je parle. Le mal-être au travail des profs est aussi criant, ils et elles sont broyés par la machine. Et si les profs ne se sentent pas bien, comment peuvent-ils aider leurs élèves ? Donc on a de l'échec scolaire, de l'insatisfaction, une inégalité de la carte scolaire, une inégalité des résultats, de l'orientation, des diplômes et de l'accès à l'emploi après le diplôme. On a une massification scolaire, mais elle ne s'est pas accompagnée d'une massification des moyens et le marché du travail ne suit pas non plus. C'est bien beau de pousser à faire des études, mais encore faut-il s'en donner les moyens. Pour finir sur les études, je voulais faire une parenthèse sur le ménage. Oui, je le range dans l'éducation scolaire, tu vas comprendre. Un exemple symbolique de truc qu'on reproche aux jeunes, alors que quand on gratte un peu, on peut facilement se retrouver arrosé par sa propre critique. Toujours pareil, le but n'est pas de renvoyer la balle, mais de bien montrer que tout mettre sur le dos d'une génération manque de lucidité et n'a aucun intérêt. On peut, parmi les critiques anti-jeunes, entendre déplorer que les jeunes, je pense par exemple ici aux jeunes aides à domicile, ne savent plus passer le balai. Et là, faisons pas semblant de rien, c'est juste les jeunes filles. Qu'un garçon, qu'un homme adulte, ne sache même pas passer le balai, ça ne gêne toujours pas grand monde. Mais quand c'est vrai, et quand c'est pas juste une histoire de rigidité du genre « moi je fais comme ça et c'est la seule façon de faire possible, elle fait pas bien », parce que ça aussi, ça existe, c'est peut-être, je sais pas moi, un problème d'éducation. Qui est-ce qui leur a pas appris à passer le balai ? Attention, 2 réponses possibles. Déjà, la génération de leurs parents. Et c'est là que quand on veut jouer au con, le transgénérationnel, ça éclabousse très vite. Donc, c'est la génération de vos enfants qui n'a pas bien fait son boulot de base. Ah, zut alors. Mais c'est un peu facile de s'en prendre juste aux parents, surtout aux mères, vu qu'on parle là de ménage. Et je dis assez souvent que la famille nucléaire, c'est nul et qu'on devrait moins foutre la pression aux mères. C'est pour ça que j'ai dit qu'il y a une 2e réponse possible. Dans Libéré, le combat féministe se gagne devant le panier de linge sale, Titiou Lecoq nous explique que, dans ce bon vieux temps si cher au réac, quand l'école n'était pas mixte, les filles avaient ce qu'on appelait des cours d'éducation domestique. Donc, entre autres, apprendre à faire le ménage, tenir sa maison. Ça a l'air de rien comme ça, mais ça nous rappelle une chose. On ne pensait pas, à l'époque, qu'une femme était naturellement faite pour le ménage. Par contre, on considérait que c'était son rôle social, ça change pas. Par contre, aujourd'hui, plus personne ne t'apprend à le faire, mais t'es censé savoir naturellement passer le balai. Finalement, c'est pas vraiment un progrès. Aujourd'hui, on n'a plus ces cours pour plusieurs raisons. La raison avancée, c'est souvent l'égalité. Mais en vrai, c'est surtout parce qu'avec la société de consommation, on préfère nous vendre des trucs qu'apprendre à faire soi-même. Donc par exemple, on n'apprend plus à coudre. Et il y aurait des volontés de réduction des coûts là-dedans que ça me surprendrait pas non plus énormément. Mais, et c'est pour ça que j'en parle, je dis que c'était soi-disant pour l'égalité, donc l'égalité d'enseignement, tout ça. Et c'est vrai que c'est quand même sexiste d'apprendre uniquement aux filles à faire le ménage, d'accord. Mais si l'égalité était la vraie raison de suspendre les cours, ça aurait sans doute été plus utile de généraliser ces cours d'éducation domestique à tout le monde. Comme ça, on ne se retrouverait pas encore aujourd'hui avec des garçons, des hommes adultes, infoutus de passer l'aspirateur dans le plus grand des calmes, et de manière générale des jeunes qui font apparemment pas bien le ménage. Et on le ferait sans rajouter du boulot aux mères. Bref, une petite digression qui permet de montrer que les choix d'éducation, c'est jamais individuel. Et là encore, on nous blâme pour des trucs décidés longtemps avant notre naissance.
Parmi les procès faits aux jeunes, on a aussi le niveau de langue. Et là, on rentre dans le gros du dossier. Les jeunes ne savent plus écrire, lire, parler, réfléchir, rajouter les mentions utiles. Il faut qu'on reparle d'abord de la notion de faute d'orthographe. Spoiler alerte, tout le monde fait des fautes. La langue française est même conçue pour ça, pour distinguer les gens de lettres des ignorants et des simples femmes. C'est pas moi qui le dis, c'est l'Académie. Donc, on va reprendre les bases. Pour résumer en un mot le fond de l'histoire, c'est parce qu'on n'a jamais autant écrit qu'on voit plus de fautes qu'avant. Si on a l'impression qu'il y avait moins de fautes avant, c'est aussi parce que moins de gens écrivaient et que seuls ceux qui se sentaient parfaitement légitimes à le faire le faisaient. L'écriture, c'était élitiste au possible. C'est ça que vous voulez ? Si vous voulez vraiment vous renseigner et creuser sur la question de la langue et pas juste relier des préjugés entendus à la télé, je vais mettre plusieurs sources en description que je recommande inconditionnellement. Est-ce que la priorité, c'est maîtriser l'orthographe ? Il faut savoir que la notion de faute d'orthographe n'est pas apparue avec le français. Jusqu'au 19e siècle, parce que c'est toujours le 19e siècle, on n'avait pas vraiment une orthographe fixe. C'était au choix des imprimeurs. C'est au 19e siècle que la notion de faute apparaît, et cette notion de faute, elle est indissociable d'une répression, d'une connotation morale. Les gens bien ne font pas de faute. La maîtrise du code devient un outil de distinction et de promotion sociale. Ça va bien au-delà de la simple orthographe. C'est la différence entre la faute et la variante. La faute, c'est mal, c'est jugé, c'est sanctionné. La variante, c'est une richesse. Est-ce que c'est vraiment ça qu'on veut ? Dans « Il n'y aura pas de sang versé », Marilyn Débiol nous montre comment, en 1868, dans les campagnes, et notamment les parties rattachées plus récemment à la France, le français n'est pas maîtrisé par tout le monde, loin de là. Déjà, pas à l'oral, mais encore moins à l'écrit. Il fallait des écrivains publics. La maîtrise du français, c'était mieux avant ? Non. À les entendre, les jeunes écrivent de plus en plus mal depuis 1900. Et l'école obligatoire universelle arrive en 1882. Donc cette critique, elle vise en fait la démocratisation de la langue, de l'école, de l'écriture. Rien à voir avec un amour des livres ou de l'accent circonflexe. Répétez après moi, c'est politique. Quand on dit ça, en vrai, ce qu'on dit, c'est que c'était mieux avant, quand l'école était un privilège, que les grouillots savaient à peine écrire leur nom et qu'on les encourageait pas non plus trop à réfléchir. À qui ça profite ? Donc, la maîtrise du français tel qu'on le connaît, c'est assez récent finalement et c'est beaucoup dû à la massification scolaire. L'école obligatoire pour tout le monde, mais c'est aussi la standardisation du français qui est un levier méritocratique. Je veux dire par là, un moyen pour ceux qui ont les moyens de se distinguer des autres. Et la sanction des variantes. Quelques rappels. L'orthographe n'est pas la langue. La grammaire scolaire, donc celle qu'on enseigne à l'école, n'a rien de scientifique. Pour ne pas faire de faute, il faut obéir aveuglément, apprendre des listes d'exceptions par cœur et avoir beaucoup de temps à y consacrer. La notion de faute, elle nécessite aussi d'effacer tous les régionalismes. C'est ça, la richesse ? Et non, le français, c'est pas la langue de Molière. Il aurait détesté ça. Et aussi, à son époque, le français n'était pas aussi codifié qu'aujourd'hui. Ni vous ni moi ne saurions lire Molière en VO. Je vais résumer cette idée en citant la phrase la plus ridicule qui m'ait été donnée d'entendre sur le sujet. Madame de Sévigné faisait énormément de fautes parce qu'à l'époque, le français n'était pas codifié. Non, ça fait pas tilt là. Cette phrase montre bien combien on est conditionné à la faute sans savoir prendre le recul nécessaire. Pour qu'il y ait faute, il faut qu'il y ait règle, code. Sinon, c'est pas une faute, c'est une variante. Et en effet, si vous lisez Madame de Sévigné en VO, vous auriez l'impression qu'elle fait beaucoup de fautes. Mais c'est parce qu'à l'époque, la notion de faute d'orthographe n'existait pas. C'est un jugement rétrospectif. Est-ce que ça l'a empêché de traverser les âges ou d'avoir des choses à dire ? Non. L'autre phrase qu'on peut entendre, c'est « les jeunes maintenant sont illettrés ». On voit bien encore une fois que si on compare une population entière aux performances d'une élite, effectivement c'est entre guillemets moins bien selon le référentiel faute d'orthographe. Mais ça ne nous avance à rien.
On dit aussi que les jeunes n'auraient plus de vocabulaire. J'en profite pour glisser que la chaîne Linguisticae débunk souvent les paniques morales autour du niveau de langue. Je vais mettre un lien d'une vidéo en description, mais si ça vous intéresse, il y a de quoi faire, il y en a plein. Bref, les jeunes n'auraient plus de vocabulaire. Déjà, est-ce que c'est vrai ? Les chiffres qui sortent souvent du chapeau, je vais rester poli, et non, même à l'école primaire, on ne connaît pas moins de 400 mots. Quelques réponses à cet argument. Ce n'est pas que les jeunes n'ont plus de vocabulaire, c'est qu'ils ont un vocabulaire différent. Et c'est normal qu'il évolue avec les technologies, les tendances, l'évolution des mœurs, etc. Accessoirement, le vocabulaire fait partie des savoirs qu'on accumule avec l'âge. C'est normal d'avoir plus de vocabulaire à 70 ans qu'à 10 ans. Le souci, c'est qu'on a tendance à oublier qu'on ignorait des choses avant de les apprendre. Le vocabulaire, c'est aussi et surtout un marqueur social, culturel. Donc, il va dépendre du milieu dans lequel on a grandi, des études, de nos centres d'intérêt. L'âge n'est pas le seul facteur pour la construction du vocabulaire. Un autre facteur à prendre en compte et qu'on a déjà évoqué, c'est que le temps accordé à chaque matière à l'école change. On consacre moins de temps à l'enseignement du français, mais plus aux langues, aux sciences, etc. Donc, on consacre de moins en moins de temps à la maîtrise de l'orthographe sans vouloir la réformer, parce que certains ont misé toute leur identité dessus. On blâme ensuite les jeunes pour des décisions qu'ils n'ont pas prises. Malgré tout ça, malgré tout ce qu'on a dit, c'est faux de dire que les jeunes sont illettrés, alors même que le nombre d'heures dédiées à l'enseignement de la langue baisse, la part d'illettrés a été divisée par 2 en France. L'illettrisme, il existe, mais pas là où on croit. Et j'en profite pour rappeler que le mot illettrisme ne veut pas dire « ne maîtrise pas les 44 règles de l'accord du participe passé ». Oui, 44. Non, c'est pas une hyperbole, c'est le vrai chiffre. Est-ce vraiment bien nécessaire ? L'illettrisme, ça désigne une personne qui a appris à lire, écrire et compter, à l'école ou autrement, à un moment de sa vie, mais qui ne maîtrise plus ses compétences. À ne pas confondre avec l'analphabétisme qui se produit quand on n'a jamais appris. Bref, arrêtons de traiter les gens d'illettrés ou d'analphabètes quand ils font une faute. Arrêtons de faire de ces termes des insultes tout court tant qu'on y est. Je vais citer l'Observatoire des inégalités. La baisse de l'illettrisme est spectaculaire en France. La part de la population de 18 à 64 ans illettrée est passée de 9% en 2004 à 4% en 2022, selon l'INSEE. L'Institut qualifie d'illettré une personne qui a de fortes difficultés en lecture ou en écriture et qui a commencé sa scolarité en France. Si on observe différentes générations, l'évolution a été encore plus remarquable. Entre les personnes nées entre 1947 et 1957 et celles nées entre 1995 et 2005, le taux d'illettrisme a été divisé par 4, passant de 12 à 3%. C'est marrant ça, ils en parlent moins souvent au Figaro et compagnie. Autre citation, toujours de l'Observatoire des inégalités. Les jeunes générations peuvent avoir des lacunes, par exemple en ce qui concerne la maîtrise de l'orthographe, mais leur niveau général ne cesse de s'élever. Entre 1993 et 2020, par exemple, la part de diplômés de l'enseignement supérieur chez les 15-34 ans a été multipliée par 2, de 22,6% à 49,4%. Fin de citation. Donc c'est pas la dictée ou l'apprentissage par cœur qui améliore le niveau, c'est la scolarisation. On retrouve l'enjeu de la massification scolaire. Les jeunes aujourd'hui font plus d'études et sont moins illettrés. Autre raccourci qui n'a aucun sens quand on y réfléchit, les jeunes sont illettrés et passent leur temps sur Internet. Mais les personnes illettrées ne sont pas sur Internet, ou très peu, parce qu'il faut lire beaucoup pour utiliser les outils numériques. Petite parenthèse. Ces discours de la secte du Becherel-là ont de vraies conséquences graves. On parle d'insécurité linguistique, qui n'est pas l'apanage des jeunes, mais de toute personne qui galère en français, et ça en fait du monde, et on l'a vu surtout sur les anciennes générations. À force qu'on te traite d'abruti illettré, que ce soit vrai ou non, ça n'arrange jamais les choses. Petit spoiler, la honte n'a jamais été un levier d'apprentissage efficace, juste une mécanique de silence. Se moquer de ceux qui font des fautes, ça ruine leur confiance en soi. Et beaucoup, quelles que soient les générations, vont se priver de communiquer à cause de cette insécurité. On en revient
à cette histoire donc, comme quoi discriminer les jeunes, ça éclabousse tout le monde et jamais que les jeunes. Vous vous moquerez peut-être d'un jeune qui ne connaît pas un mot, mais tous ceux qui vous entendront autour de vous vont capter le message. Un exemple pour illustrer. Encore récemment, une vieille dame, qui n'est même pas de langue maternelle française, m'a dit « Je peux pas vous écrire par SMS parce que je fais des fautes. » Et j'en étais désolée parce que je m'en tape complètement, moi, qu'il y ait des fautes dans ces messages. Jamais je la jugerais pour ça. Je suis pas en train de lui faire passer hypocagne. J'étais navrée, mais pas étonnée, parce que je sais qu'avec le climat de jugement autour de la langue, qui s'accompagne d'énormément de conneries de gens qui font semblant de savoir de quoi ils parlent pour se donner l'air intéressant, ce climat crée une insécurité linguistique généralisée. Et traiter un jeune d'illettré, ça fera peut-être du mal aux jeunes en question, certes, mais ça risque aussi de faire du mal à des gens autour de vous, de votre génération, ou même encore plus âgés, qui se sentiront fragilisés, se priveront de communiquer, ce qui est aussi un facteur d'isolement. Des gens n'oseront même peut-être plus trop vous parler après. Comme on disait, le temps ne fait rien à l'affaire. Encore une petite parenthèse. Un mot sur le QI. Alors on pourrait dire beaucoup de choses sur le QI, c'est très problématique et ça méritera son propre épisode. Pour la faire courte, je suis pas fan. Mais en général, les gens qui citent ce genre de conneries aiment bien le QI, donc j'en remets une couche dans la dissonance cognitive. Il y a un truc qui coince dans ces idées reçues contre les jeunes qui seraient cons comme des valises sans poignée. C'est que le niveau de QI augmente à chaque génération. Aïe aïe aïe, la boulette. Est-ce que c'est la preuve par 9 de l'augmentation du niveau intellectuel global ? Non. Cette augmentation du chiffre s'explique notamment parce qu'on a fait de gros progrès sur l'enseignement. Après avoir dit tout ça, je pense qu'il est temps de préciser que j'adore l'écriture, la lecture, contrairement à ce que cet épisode pourrait laisser présumer. Écrire, c'est mon verbe, comme on dit, loin de moi l'envie de le minimiser et de le jeter au ruisseau. Mais l'écriture, c'est une technologie. Comme un marteau, un ordinateur ou une centrale nucléaire, ni plus ni moins. En tant que tel, on s'en fout. Tu peux avoir le meilleur ordinateur du monde, si tu le laisses au fond d'un carton, c'est moins utile qu'un boulier. Tout ça pour dire que c'est ce qu'on en fait qui est important. Ce qu'on écrit, pas tant comment on écrit. Il y a plein de gens qui ont plein de trucs passionnants à dire et qui font des fautes. Eh ben, génial. Écoutons-les. Refuser de les écouter pour un S qui manque, c'est con, voilà, je l'ai dit. Pareil pour l'écriture. Déjà, bien écrire, c'est un peu plus compliqué que faire des longues phrases sinueuses qui s'écoutent parler avec des mots compliqués que soi-même on comprend pas complètement. C'est bien beau de maîtriser le code, mais t'en fais quoi ? Si c'est pour critiquer, se moquer, cultiver son petit sentiment de supériorité, ça sert pas à grand-chose en fait. C'est comme utiliser un ordi pour jouer au solitaire. T'auras meilleur compte de t'acheter un paquet de cartes. Vaut mieux quelqu'un qui fait des fautes et qui a des choses intéressantes à dire. Les fautes d'orthographe, ça se corrige facilement. La connerie, l'absence d'intérêt et le manque d'imagination, par contre, c'est plus dur. Comme on dit, une bonne orthographe, c'est l'intelligence des sots. À moins que ce soit une belle écriture. Ah, tiens, parlons d'écriture manuscrite. Parce qu'on le voit avec les beaux cahiers d'antan, on écrivait mieux avant. Si on contemple avec nostalgie ces beaux cahiers d'écoliers écrits à la plume, on tombe dans un biais. Ah oui, encore, le biais du survivant. On oublie de tenir compte de ce qui n'est pas sous nos yeux. Parce que les élèves de l'époque des porte-plumes qui écrivaient comme des sagouins, il y en avait plein, mais ils ont balancé leurs cahiers au barbecue depuis des décennies. On a gardé seulement les beaux cahiers, ceux dont on peut être fier. C'est comme pour les 30% du certificat d'études, ça prouve rien du niveau général. Aussi, pour l'avoir expérimenté personnellement, écrire à la plume et écrire au stylo, c'est pas du tout pareil. C'est plus facile de tracer des jolies lettres à la plume. Beaucoup plus long aussi. Donnez un porte-plume à un élève aujourd'hui, avec le rythme scolaire qu'on connaît. Voilà ce que ça donnera. Il n'arrivera pas à tout noter, ratera la moitié des infos, on l'a vu, les enseignements ont changé, et où il écrira aussi comme un gros sagouin pour pouvoir suivre le rythme. Il n'aura pas un joli cahier où on a bien pris le temps de recopier. Et dans le genre des arguments bidons, j'ai envie de parler d'un titre d'article que j'ai vu passer plein de fois ces derniers temps et qui me fait grincer à chaque fois. C'est des titres qui ressemblent à ça.
La Gen Z perd une compétence que nous possédons depuis 5500 ans. Et de nous parler de l'écriture manuscrite. Faut arrêter de dire des conneries comme ça sans réfléchir sérieux. Premièrement, je suis sûre qu'en fouillant un peu, on en trouvera des jeunes qui savent écrire à la main, au stylo et même au porte-plume. Moi, par exemple, sans chercher plus loin. Mais là, bizarrement, les vieux ne me considèrent plus comme jeune quand je dis ça. La jeunesse, c'est quand ça les arrange. Deuxièmement, on trouvera aussi pléthore de vieux qui ne savent pas ou plus écrire. On a parlé du taux d'illettrisme juste avant. Ou alors qui écrivent tellement mal qu'on croirait qu'ils ont fait médecine, et donc c'est parfaitement inutile, personne ne peut les relire. Ou alors qui ne vont tenir un stylo que pour faire la liste des courses et des mots croisés. Faudrait pas croire que vous êtes générationnellement Shakespeare non plus, quoi. Alors peut-être que maintenant, ça se perd un peu, c'est vrai. On écrit plus en numérique qu'au stylo, et encore moins au porte-plume. D'accord, ça c'est vrai. Mais déjà, c'est pas la maîtrise de l'écriture qui est perdue, c'est l'outil qui change. Le clavier, ah non, ça c'est que pour les millennials, le smartphone remplace le stylo. Mais on pourrait continuer pour montrer l'absurde. Figurez-vous qu'il y a 5000 ans, les jeunes ne savaient pas écrire au stylo plume. Bah oui, les technologies ont évolué. Et personne n'est en train de vous râper les noix parce que vous avez perdu la maîtrise fondamentale de la fabrication du papyrus, de l'écriture au stylet, à la plume d'oie ou la gravure sur marbre ou je sais pas quelle forme d'écriture on pourrait penser. Bah alors. Et j'ai pas fini, un peu d'histoire. Pourquoi ces titres ? Ces abrutis de jeunes perdent un truc qu'on nourrit soigneusement depuis 5000 ans, c'est complètement con. Cette date de 5000 ans, c'est quoi ? C'est l'invention de l'écriture. Permettez-moi d'enfoncer encore une porte ouverte, tout le monde s'est pas réveillé un matin en sachant écrire il y a 5000 ans. La maîtrise généralisée de l'écriture manuscrite, ça remonte pas plus loin que l'école obligatoire, donc fin 19e, et encore. On a vu avec le certificat d'études, ça a mis du temps à se généraliser. Avant ça, et a fortiori, il y a 5500 ans, c'était pas tout le monde qui savait écrire à la main, seulement une minorité, plus ou moins importante selon les époques. L'éducation n'était pas systématique, sans parler du coup du matos pour écrire. Et voilà pourquoi ces articles, c'est complètement con. Il ne faut pas comparer une élite avec la population générale. Lire et écrire sont deux choses différentes. On peut lire, savoir parler, réfléchir même, et ne pas maîtriser le code écrit. La langue est apparue bien avant l'écriture. Donc pareil, il ne faut pas tout mélanger. Et puisqu'on parle de lire, vous me voyez venir, hein ? Ben oui, ils lisent plus ! Enfin, ils lisent plus que vous voulez qu'ils lisent, soyons honnêtes. Et je voudrais qu'on parle d'abord des classiques. Les jeunes ne lisent plus de classiques. Ah, c'est intéressant, hein, les classiques. Déjà, je comprends pas qu'on insiste à faire lire au collège des trucs pour adultes. Molière, ça parle de cul, entre autres. C'est pas fait pour les enfants, c'était écrit pour les adultes. Quand c'est les mêmes qui nous font des paniques morales quand on veut mettre des cours d'éducation sexuelle, ça m'énerve. Se forcer à lire des classiques qu'on pige qu'à moitié, et qu'on n'a pas la maturité émotionnelle de comprendre, tout en essuyant un mépris élitiste sur la valeur relative de ce qu'on aimerait mieux lire. C'est juste le meilleur moyen de se dégoûter de la lecture. Ne faudrait-il pas déjà donner le goût de lire progressivement ? On ne se prépare pas à courir un marathon en courant un marathon. Plutôt que de râler parce que les jeunes ne lisent plus les bonnes choses et qu'ils devraient lire ceci, cela. Partons de là où ils et elles sont, pour entraîner l'attention, la concentration, le vocabulaire, que sais-je. Et après, on pourra leur proposer des trucs plus compliqués. Petit exemple perso. J'ai lu Léo de Hurlevent à 18 ans et j'ai détesté, mais vraiment. En même temps, j'avais jamais été amoureuse, j'ai rien compris au bouquin, les personnages n'avaient aucun sens, sans parler des sous-entendus victoriens, et puis c'est dark, quoi, c'est nul, qu'est-ce qu'on se fait chier. Mais j'étais contente. J'avais coché une case sur la liste des 100 classiques à lire avant de mourir. J'ai relu le même livre à 30 ans. Et j'ai trouvé ça absolument merveilleux. J'ai adoré ma lecture, ça m'a vraiment parlé. Bah ouais, déjà, je l'ai relu par intérêt personnel, et pas il faut. Et j'avais mûri entre-temps, donc j'ai beaucoup mieux compris ce qui se passait. Des fois, il vaut mieux prendre le temps. Sinon, c'est gâché. Toujours sur les classiques. On va dire que les jeunes ne lisent plus de classiques. Sans se demander
C'est quoi un classique ? Qui décide ? Évidemment, toujours les mêmes, on est toujours sur une démarche élitiste. Un exemple au pif encore, je viens de lire La Papesse Jeanne, un classique grec du 19e siècle, et comment dire, c'était extrêmement sexiste et antisémite, et pas franchement un modèle de narration romanesque non plus. C'est pas parce que c'est vieux que c'est mieux, le livre c'était un produit de son temps, puis c'est tout. À l'inverse, on a plein d'auteurs, et surtout d'autrices, des personnes issues de minorités, de la même époque et qu'on a oublié. Les classiques, c'est pas objectif. Et pour finir, sur les classiques, les jeunes ne lisent peut-être plus trop de classiques, admettons. Mais je travaille en bibliothèque. La moyenne d'âge, elle est pas toute jeune, et personne n'emprunte de classiques en fait. Le problème est-il vraiment générationnel ? Quand on déplore que les jeunes ne lisent plus les bons trucs, en fait, ce qu'on attend de ces jeunes-là, c'est pas de la curiosité, de l'élévation intellectuelle, de l'ouverture au monde, ou que dis-je, du plaisir. C'est de la soumission, du conformisme. Ça fait pas envie. Donc c'est admis, les jeunes lisent de la merde. Ah, alors, ils lisent finalement. Faudrait savoir, je croyais qu'ils lisaient plus. Oui, les jeunes lisent. Je vais mettre 3 citations tirées de Sois jeune et tais-toi, car Salomé Saké aborde aussi le problème des jeunes et de la culture. Donc je cite. Le Centre national du livre a publié une étude en mars 2022 montrant par exemple que les 20-25 ans passent 3 heures et 2 minutes par semaine à lire des livres et que 84% d'entre eux disent aimer ou adorer lire. Un chiffre en hausse par rapport à 2016. Dans son livre Politiquement jeune, la sociologue Anne Muxel cite l'enquête Génération Watt, selon laquelle 81% des jeunes affirment ne pas pouvoir être heureux sans livre. Alors non, les jeunes ne délaissent pas la lecture. Certes, ils lisent sans doute moins de classiques, mais consacrent encore beaucoup de temps à la lecture de romans, d'essais, de science-fiction, de BD ou de mangas par exemple. Un peu plus loin, et concernant la culture en général. Une étude de l'Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire menée en 2019 conclut même que les jeunes se comportent en véritables omnivores culturels. Le rapport l'affirme, les 18-30 ans constituent de loin la classe d'âge la plus active et créative, et elle est loin d'être uniquement tournée vers le numérique. Les jeunes ont une appétence pour le cinéma, le théâtre, la danse, la musique, l'écriture, la peinture, les jeux vidéo et la lecture. Et le principal obstacle à leur pratique culturelle reste le budget. Et plus loin encore, la jeunesse n'est donc pas cette consommatrice passive de contenu numérique qui nous est resservie à longueur d'articles criant à l'effondrement culturel. Au contraire, elle se nourrit et produit elle-même énormément de culture, qu'elle soit numérique ou non. On l'oublie bien vite, mais les jeunes figurent parmi les populations les plus adeptes des pratiques artistiques amateurs. La généralisation des tutos et la facilité de partage des contenus ont fait exploser ces pratiques individuelles amateurs, musique en tête. Le baromètre DJEPVA 2019 sur la jeunesse fournit des chiffres astronomiques sur les pratiques culturelles actives. 91% des jeunes ont ainsi des activités créatrices amateurs impliquant une posture active et souvent des interactions sociales. La réalisation de travaux manuels ou de décoration, 65% des jeunes. La photographie et la vidéo, 60%, passionnent. La danse, 48%, et le chant, 48%, concernent donc un jeune sur 2. 18% des jeunes cumulent même au moins 7 pratiques amateurs artistiques différentes. Fin de citation. Donc non, les jeunes ne sont pas une génération d'abrutis derrière leur téléphone. Pour revenir sur les livres maintenant sont mal écrits. Ah, alors oui, il y a beaucoup de daubes, comme à chaque génération. C'est juste qu'à chaque génération, on oublie les daubes de la précédente, on fait un tri. Message de service. Le talent ou la qualité littéraire n'est jamais le seul critère pour faire passer ou non une œuvre à la postérité. Le genre, le pays d'origine, le milieu d'origine de l'artiste jouent aussi, entre autres critères divers et variés qui dépassent le cadre de cette analyse. Dans 50 ans, on se souviendra surtout des pépites de cette génération, et en effet, pas des kilotonnes de bouquins, au mieux génériques ou au pire écrits avec le cul. Mais ça, c'est pas propre à une génération, ça se passe à chaque fois. Notons aussi l'hypocrisie. Il faut lire, mais pas trop. Combien de fois on m'a reproché d'être trop le nez dans mes bouquins quand j'étais gosse, ou moins gosse d'ailleurs ? Est-ce qu'il y a un problème de concentration ? Oui. Est-ce que c'est propre à une génération ?
Non, on peut avoir 70 ans et ne pas être fichu d'attendre la fin d'une phrase pour interrompre. Est-ce que les réseaux sociaux, c'est la faute de gosses de 10 ans ? Non. La banalisation de ces outils, la pression des pairs, l'exemple donné par l'entourage adulte, ça n'aide pas. Les jeunes générations actuelles n'ont jamais grandi sans ces outils, n'ont pas eu l'occasion de se former sans. Alors oui, il y a un besoin d'éducation et de travail de la concentration. Mais s'il y a un truc qui sert à rien pour éduquer, c'est le mépris, la moquerie, les phrases toutes faites qui ne cherchent pas à comprendre. On associe aussi énormément les livres à l'intelligence. Ok, mais c'est une forme d'intelligence. Il en existe plusieurs et tout ne s'apprend pas dans les livres. Par exemple, l'intelligence corporelle, émotionnelle, intrapersonnelle ou encore le sens de l'orientation. Ça ne s'apprend pas dans les livres. Pourtant, c'est très utile. Là encore, on observe une hiérarchie des formes d'intelligence plus valorisées socialement que d'autres. Intéressez-vous à ce qui intéresse les jeunes, ça pourrait vous surprendre ou pire, vous plaire. Là, je ne peux pas ne pas mentionner le pape qui cite Gandalf dans son encyclique sur l'IA. Voilà! Il voulait retenir l'attention des geeks, c'est réussi. Les références communes, c'est toujours un bon point de départ. Ça m'est arrivé à plein de reprises dans ma vie de faire lire des non-lecteurs, des personnes à qui ça ne serait jamais venu à l'idée d'ouvrir un livre avant. Mais j'en suis jamais arrivée là en jugeant leur goût, ni en leur faisant lire d'entrée l'intégrale de la Comédie humaine ou Guerre et paix. J'y suis arrivée en m'intéressant à ce qui leur plaisait déjà par ailleurs, en leur conseillant d'abord des trucs abordables et surtout en lisant devant elles et eux. À chaque fois qu'elles me croisaient, me voyaient attendre quelque part, j'avais un livre à la main. Quand elles prenaient une pause clope, je me barrais au CDI plutôt que de respirer leur fumée, jusqu'à les voir un jour débarquer au CDI et sauter la clope pour lire au chaud avec moi. Pourquoi je raconte ça ? C'est pour poser une question. Parmi ces jeunes qu'on fustige de ne pas lire, combien ont des modèles de lecteurs chez eux ? Combien ont des parents qui passent, en revanche, la majeure partie de leur temps libre devant la télé ou tout autre écran ? Combien ont la télé en toile de fond pendant les repas, par exemple ? Les gamins ne suivent jamais nos conseils et nos consignes, ils suivent notre exemple. Et si personne ne lit chez eux, c'est pas 100% leur faute s'ils ne lisent pas derrière. Pour finir sur la lecture, je voulais y aller de mon petit avis issu de mes observations. À en croire les grands sages du Figaro, le véritable drame, c'est que les jeunes ne lisent plus. Alors, on a déjà dit que c'est faux, mais je voulais rajouter une autre question. Faut-il lire pour lire ? Juste pour pouvoir dire qu'on a lu ou relu, quand on veut vraiment avoir l'air snob ? Comme moi à 18 ans avec Léo de Hurlevent, est-ce que c'est vraiment si intéressant ? Petit exemple. Vu qu'on parle du Figaro, je ne résiste pas à rappeler que là, encore un tout petit peu jeune que je suis, a lu Le mariage de Figaro, elle, et va arrêter de parler d'elle à la troisième personne très rapidement. Par contre, je me demande si les plumes actuelles du Figaro l'ont lu. Je veux dire lu, analysé, compris. Parce que franchement, je pense pas qu'ils aimeraient trop le message. Ça risquerait de les faire voir flou. Pour parler dans leur propre langue, Figaro, c'est un sale wokiste. Petit extrait du passage le plus connu, qu'on dit le monologue de Figaro. Contexte. Figaro est très très colère contre son maître, le comte, qui veut imposer le droit de cuissage lors de son mariage. Oui, le droit de cuissage, c'est un fantasme. Non, on n'a pas le temps là. Donc dans son monologue, Figaro vide son sac et proteste, entre autres, contre les injustices liées aux inégalités sociales. Et je mets quelques extraits parce que ça me fait plaisir. « Non, monsieur le comte, vous ne l'aurez pas, parce que vous êtes un grand seigneur, vous vous croyez un grand génie. Noblesse, fortune, un rang, des places, tout cela rend si fier. Qu'avez-vous fait pour tant de bien ? Vous vous êtes donné la peine de naître et rien de plus. Du reste, homme assez ordinaire. Tandis que moi, morbleu, perdu dans la foule obscure, il m'a fallu déployer plus de science et de calcul pour subsister seulement qu'on en a mis depuis 100 ans à gouverner toutes les Espagnes. Et vous voulez jouter ?» Et un peu plus loin, il parle de la censure qui fait qu'on ne peut pas critiquer les puissants. « Que je voudrais bien tenir un de ces puissants de 4 jours, si légers sur le mal qu'ils ordonnent, quand une bonne disgrâce a cuvé son orgueil. Je lui dirais que les sottises imprimées n'ont d'importance qu'au lieu où on en gêne le cours, que sans la liberté de blâmer, il n'est point d'éloge flatteur, et qu'il n'y a que les petits hommes qui redoutent les petits écrits. »
Je mets le texte en description si tu veux tout lire. Oui, j'aime bien Figaro et ça me fait du mal de voir comment il est détourné. Bref, lire c'est une chose, comprendre ce qu'on lit, c'en est une autre. Et rester en cohérence avec ses idées, alors ça. Réflexivité, esprit critique et mise en perspective, on le rappelle, les ingrédients anti-stupidité fonctionnelle. Parce qu'on pourrait en parler, des gens qui prennent un livre, le lisent en s'endormant dessus, le reposent dans les rayons et ont oublié 2 semaines après l'avoir déjà lu. C'est un peu facile de juger les autres après. Alors, pour conclure, foutez la paix aux jeunes. Les jeunes sont devenus cons, ça remonte au moins à Socrate. Mais si ça vous est déjà arrivé de le penser, voici ma réponse de plus si jeune finalement, comment vont vos genoux ? Les jeunes ne sont pas responsables des conditions dans lesquelles ils et elles grandissent. Les gamins ne sont pas responsables de la surstimulation dès le plus jeune âge. L'ennui, qui avant était un espace pour développer sa créativité, maintenant c'est une catastrophe, que dis-je, de la négligence, et il faudrait occuper les mômes en permanence. Et après, on s'étonne qu'il faille tout leur dire. Mais admettons, peut-être bien qu'une partie des jeunes sont moitié abrutis. Mais c'est pas ça qu'on voulait ? Parce que les jeunes pas abrutis, après, ils font des révolutions, ils renversent des gouvernements, ils se laissent pas faire au boulot. Pas trop facho-compatible tout ça. Si les jeunes sont abrutis, c'est le fruit d'un système qui les abrutit volontairement. Parce que ça aussi, c'est un problème. Les jeunes qui ne jouent plus le jeu de la soumission à l'entreprise, tout ça. C'est systématiquement présenté comme de la paresse, un manque de volonté ou toute autre forme de faiblesse. On refuse systématiquement d'y voir une forme de protestation politique. Et ça me rappelle ce dont on parlait dans l'épisode 47. On se moquait des femmes, notamment les vésuviennes, pour refuser de parler de toute idée politique. Là, c'est pareil. À force de prendre les jeunes pour des cons, on oublie que des fois, ils et elles savent très bien réfléchir et voir leur intérêt. Les jeunes ne sont pas entièrement responsables de ce qu'on ne leur a pas appris. Arrêtons de dire « les jeunes ne savent pas X » et commençons à dire « nous n'avons pas su apprendre aux jeunes X » et c'est plus la même. Les jeunes ne sont pas responsables de la casse sociale, de la casse de l'éducation nationale et compagnie. Et qui c'est qui vote massivement conservateur depuis les années 50 ? Pas les jeunes, hein. Ils ont même pas tous le droit de vote. C'est pas non plus les jeunes qui sont responsables de la place que prennent nos écrans partout. C'est pas eux qui achètent un portable en primaire. Et non, on blâmera pas non plus entièrement les parents pour ça, c'est toujours plus compliqué. Bref, bâcher les jeunes, c'est facile, mais après, on fait quoi ? Ça sert à rien de comparer les torchons et les carottes. Les anciennes générations n'auraient pas fait mieux que les jeunes avec les mêmes outils, et vice-versa. L'idée ici n'est pas de creuser le fossé générationnel, on le rappelle, parce qu'on n'avancera pas comme ça, mais au contraire de le combler, en rappelant que ce n'est pas une question de génération, que par contre, ce genre de panique morale et de stéréotypes à la petite semaine, c'est du temps qu'on ne passe pas à évoquer les vrais problèmes. Exiger des jeunes un respect et une écoute aveugle sans jamais écouter en retour, c'est pénible. Et ça va aussi avec une présomption de stupidité injuste. Parce qu'il y a aussi des choses que certaines jeunes sauront mieux que certains vieux. Mais bizarrement, quand ça se produit, quand tu connais une référence culturelle que les moins de 40 ans ne peuvent pas connaître, ah bah si, on te sort temporairement de la case jeune, pour ne pas fausser le biais de confirmation. Et oui, non plus, j'en peux plus de ces messieurs qui m'assènent des informations débunkées depuis 30 ans parce qu'ils ont appris ça dans leur jeunesse sans actualiser le logiciel. Il suffit pas de savoir lire, encore faut-il le faire. Le respect et l'écoute, oui, absolument, mais dans les deux sens. Je pense qu'un des meilleurs conseils à garder en tête pour de bonnes relations en toutes circonstances, c'est de partir du principe que tout le monde a quelque chose à t'apprendre, et c'est quelque chose que tu ne sais pas. Chercher ce quelque chose plutôt qu'essayer de donner des leçons du haut de sa tour d'ivoire, c'est quand même plus intéressant pour de vraies relations. D'ici là, n'oubliez pas de penser par vous-même, et à la prochaine fois. M'ont inspiré pour cet épisode. Libéré, le combat féministe se gagne devant le panier de linge sale de Titiou Lecoq. Sois jeune et tais-toi, réponse à ceux qui critiquent la jeunesse de Salomé Saké. Je mets 2 articles, un de l'INSEE sur les inégalités sociales dans l'enseignement scolaire et un autre sur la baisse de l'illettrisme de l'Observatoire des inégalités. Je remets le texte du monologue de Figaro de Beaumarchais, le roman que j'ai cité « Il n'y aura pas de sang versé » de Marilyn Desbioles.
Et si vous voulez sortir de la stupidité fonctionnelle sur la question de la langue, je recommande le tract des linguistes intérêts « Le français va très bien, merci », le livre « Le français est à nous, petit manuel d'émancipation linguistique » de Laëlia Véron et Maria Candea, un indispensable, et les debunks de Linguisticae. Je mets une vidéo récente un peu au pif pour rediriger vers la chaîne, mais il y en aurait plein. Voilà pour le filament du jour. Si tu as des questions, des suggestions ou envie de papoter, on peut discuter sur Instagram ou par email. Tu peux soutenir le podcast sur Tipeee, ce qui m'aidera à couvrir mes coûts, oui, acheter des livres, mais aussi des croquettes pour mes 5 chats. Et sinon, tu peux lui mettre 5 étoiles pour aider d'autres à le découvrir. Merci beaucoup!